Bonsoir à toutes et à tous. Olivier Donat, directeur de la Fondation du Buffet. Juste quelques mots d'accueil et de bienvenue. C'est avec un grand plaisir que nous poursuivons ce nouveau cycle de conférences en lien avec l'exposition du Buffet monumental qui se tient actuellement à la Fondation du Buffet, rue de Sèvres, et ce jusqu'au 11 juillet. Merci à la DHGP de nous accueillir et à sa directrice générale Marianne Ferry-Fall qui va nous rejoindre dans quelques instants, ainsi qu'à toute son équipe pour l'organisation de ce partenariat. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Gautran, qui va nous faire part de sa perception d'architecte sur Jean Dubuffet, artiste-architecte, même si on ne présente plus Manuel Gautran, connu pour son approche créative et innovante. Je me permets de rappeler quelques-uns de ses projets architecturaux. La réhabilitation du showroom Citroën sur les Champs-Élysées, le théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris en un espace dédié aux cultures numériques, une double intervention à la Comédie de Béthune, plus récemment la grande bibliothèque à Parramatta près de Sydney en Australie, et puis comment ne pas mentionner l'extension du musée d'art moderne Lille Métropole, le LAM, à Villeneuve-d'Ascq pour accueillir la donation de la collection d'art brut de la Racine. C'est sur ce projet que nous sommes rencontrés, puisqu'à l'époque de ce chantier, qui s'est déroulé de 2006 à 2010, j'assumais la direction de ce musée, avec notamment le projet d'installer une sculpture monumentale de Dubuffet, déploiement aux 3 arbres, dans le parc de sculpture du musée. Lors de nos échanges, cher Manuel, outre votre intérêt pour l'œuvre de Jean Dubuffet, il me semble avoir perçu que sa conception de l'art et de l'architecture est source d'inspiration et d'interrogation dans votre propre démarche artistique. Aussi, je vous cède sans plus tarder la parole et merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'avoue, je suis très honorée d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de parler de mon regard, en effet, en tant qu'architecte sur cette immense œuvre de Dubuffet et cette période foisonnante qu'il a habitée pendant une dizaine d'années en tant qu'architecte. Alors, je dois avouer, pour un architecte, c'est pas un exercice facile parce que je ne suis pas non plus conservatrice. J'ai pas une connaissance absolue de son œuvre, donc c'est un regard, vraiment le regard d'un architecte. Pour autant, j'ai beaucoup lu, je me suis plongée dans son œuvre le plus possible et beaucoup aussi dans sa pensée. Euh, Ça a été comme une fenêtre quelque part dans mon activité qui m'a permis de m'échapper et voilà, j'y travaille depuis quelques semaines et plus intensément depuis quelques jours. Ça a été un vrai bonheur. Voilà. Euh, donc la première parole que je voudrais introduire, c'est un peu une forme de préambule, c'est que bien sûr, il y a des parallèles entre les architectes et les artistes, plus ou moins intenses. Il y a des artistes qui ne cherchent pas à travailler en 3 dimensions et à toucher cet univers de l'architecture, mais il y en a beaucoup depuis très longtemps qui s'y sont intéressés et vice-versa. Il y a des architectes qui ont une démarche volontairement éloignée de l'art. C'est parfois une posture. Moi, par contre, personnellement, je pense qu'il y a des passerelles, même quand on ne les revendique pas, et que tout architecte est quand même un petit peu artiste. Dubuffet a commencé un cycle qu'il a appelé l'Ourloupe, dont vous envoyez une première illustration là, un cycle qu'il a habité pendant plusieurs années. Et c'est pendant cette période qu'il a donc développé des œuvres qui sont progressivement passées de cet univers deux-dimensionnel, donc de peinture, de croquis, de dessin, de multiples dessins. Et progressivement, c'est fascinant à observer, à voir comment cet aspect deux-dimensionnel est tout d'un coup venu se prendre du corps et s'installer en 3 dimensions. Finalement, cette œuvre particulière de Dubuffet, il a commencé à être, entre guillemets, architecte dans les années 60.
il a commencé à le faire dans une période où l'architecture avait, comment dire, quelques similitudes. Disons qu'il y a là aussi des passerelles entre les œuvres architecturales qu'il a pu construire et un certain nombre d'œuvres architecturales qui ont été faites par des confrères qui soient d'ailleurs artistes et qui s'improvisent aussi dans l'architecture tout comme lui, ou bien des architectes qui avaient fait des études d'architecture. Mais il s'inscrit dans un mouvement plus large qui a finalement d'ailleurs qui a démarré au XIXe siècle, après la première période d'industrialisation. C'est une période qui a vu les progrès de la science et très vite qui a installé toute une génération, une première génération suivie par de multiples autres générations d'architectes, d'artistes, de plasticiens qui ont cherché à rompre, à sortir des sentiers battus et à rompre avec on va dire, une société qui devenait parfois anxiogène, trop scientifique. Il y a eu aussi toutes les horreurs des deux guerres mondiales. Donc il y a eu un mouvement de biomorphisme qui s'est mis en place, dont le but était de remettre l'homme au centre de la nature, de mettre l'homme au sens justement des créations architecturales, de travailler des formes d'architecture beaucoup plus organiques, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus plastiques, de revendiquer la valeur plastique de l'architecture. Donc ça a commencé au 19e siècle. Il y a eu on va dire des périodes de grande émergence et de grande créativité de ces architectes-là, des périodes un peu plus calmes, mais l'après-guerre, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement très, très foisonnant. Et je voudrais montrer quelques-uns de ces architectes et c'est intéressant de les mettre en écho avec l'exposition que vous avez certainement visitée. Alors Jacques Coel était un de ces architectes dont on a dit qu'il avait été initiateur du mouvement de l'architecture comme une forme de sculpture tridimensionnelle, enveloppante, qui concerne véritablement des architectures, des maisons, des villages, etc. Jacques Coel avait une démarche absolument unique, et j'en dis juste deux mots. Quand il construisait une maison pour ses clients, il revêtait le sol du terrain avec beaucoup, beaucoup de sable. Et ensuite, il demandait aux clients, aux futurs habitants, de marcher suivant leur parcours quotidien, dans une démarche hyper intuitive, en mémorisant les gestes et les pas quotidiens. Donc ça faisait des marques sur le sol. Jacques Coel les marquait, les repérait, les entourait de grandes formes organiques. Et à partir de là, il dessinait le plan de ce qu'allait être la future maison. Donc il y a un côté hyper artistique, hyper aussi sculptural. Il y a vraiment le rôle du geste, de la mémoire, de l'intuition. Et ça fabrique des maisons qui sont extraordinaires, qui sont parfois pas loin des imaginaires de Jean Dubuffet. Des maisons d'ailleurs où il y a des œuvres d'art en 2 dimensions qui s'installent dans ces grandes courbes. C'est des univers où on se sent immédiatement bien, il y a une impression de confort, il y a une impression de totale nouveauté. Voilà, et donc Jacques Coel, quelque part, a beaucoup impressionné un autre architecte qui va suivre. Tout était remis en cause. Évidemment, ce que vous voyez là, la courbe remplace la droite. D'ailleurs, Dubuffet parlera, comme ce mouvement, de remettre en cause totalement tout ce qui est ligne droite, tout ce qui est perpendiculaire, tout ce qui est dalle, tout ce qui est mur, tout ce qui est plafond. Dubuffet, comme ces architectes-là, s'inscrivent dans un mouvement où il y a une forme de continuité tout à fait organique, comme une enveloppe du corps, où les sols deviennent des murs et deviennent des plafonds et vous enveloppent d'une manière extrêmement immersive. Et cette photo, par exemple, c'est les descentes d'eau pluviale du toit. Et donc, c'est pas juste un tuyau, c'est la toiture qui devient façade progressivement. Enfin, il y a une énorme poésie dans ces maisons-là. L'autre architecte que certainement certains d'entre vous connaissent, c'est Antilo Vag, qui a été un élève de Jacques Coel. Alors lui avait une démarche extraordinaire et je suis fascinée par cet architecte depuis très très longtemps. Lui, il créait des
des formes en fil de fer sphériques et il les balançait sur le site. Et en fonction de la manière dont elles s'arrêtaient, dont elles se juxtaposaient, il installait ses architectures et chaque sphère était le début d'une pièce qui allait être totalement sphérique ou plus ou moins sphérique. Et ça forme des univers extraordinaires. Alors, je ne sais pas si chacun d'entre nous, on a envie de vivre dans une architecture comme ça. Ça va poser aussi la question sur celle de Dubuffet. Mais il y a un côté qui fait rêver, un côté absolument exceptionnel qui vous emmène dans un imaginaire d'une très grande fertilité. Et là, on retrouve vraiment des architectures comme celle de Jean Dubuffet. Je voudrais aussi montrer celle-ci qui est importante, c'est Bruno Stali. Alors là, on a quitté le monde de la courbe, mais c'est la même période. Et Bruno Stali, c'est un architecte, mais son père est sculpteur, François Stali. Et donc, il y a une certaine fusion entre le père et le fils, et la commande passée par le père au fils, c'est construis-moi une maison qui soit en même temps mon atelier. Là, on n'est pas dans la courbe, mais il y a une architecture également totalement foisonnante, qui est également immersive parce que toutes les pièces sont installées autour d'un patio central. Il y a très très peu de lien avec l'extérieur, qui est une garrigue. On est en Provence, dans un petit village qui s'appelle le Cresté. J'ai eu la chance de pouvoir visiter ce lieu. On est complètement dans l'immersion parce qu'on est caché de la garrigue qui vous environne, simplement parce que l'architecte et l'artiste, les deux, père et fils, trouvaient qu'elle était extrêmement hostile. Et donc, ils voulaient un cocon, et ça m'a fait penser aux architectures encore plus de Dubuffet, comme par exemple Falbala, la closerie Falbala, qui est finalement toute une architecture à l'abri de remparts. Là, on a une architecture qui fabrique un rempart et qui vous emmène dans un univers intérieur. Et puis la dernière petite image, c'est Claude et Joël Huval, pareil, des architectures qui frappent, qui marquent une époque. Bon, le petit mot de la fin, c'est que c'est une époque qui est bien révolue parce qu'on a pu ce côté extrêmement débridé qu'on avait entre ces années 60-70, où il y avait quand même, et c'est un peu la première conclusion, il y avait quand même des parallèles entre l'art et l'architecture qui étaient réguliers, qui étaient puissants. Peut-être on les a un peu perdus aujourd'hui. Alors, un des chapitres importants de ma présentation, c'est l'analyse de cette progression de la 2 dimensions vers la 3 dimensions. Parce que c'est le regard d'un architecte sur un artiste. Et finalement, en découvrant l'exposition que m'a fait si merveilleusement visiter Déborah, j'ai pris conscience à quel point les similitudes de processus de création existent entre un artiste et un architecte. Et Dubuffet, il a vécu ça pour la première fois dans ses années 60, dans son cycle de l'Ourloupe. Il a commencé par des peintures qui prenaient un petit peu de relief, qui au fur et à mesure vont en prendre de plus en plus. Il utilise un matériau à l'époque qui s'appelle le polystyrène expansé. Et j'ai eu le cri du cœur en visitant l'expo, parce que tous les architectes travaillent avec ça. C'est un moyen qui est génial pour sculpter, justement, pour faire nos maquettes d'architectes, pour faire des premiers tests. Et nous, à l'agence, on a dévoré du polystyrène parce que il y a une facilité à travailler ce matériau, vous allez le voir. Et quand on est artiste ou architecte, à un moment donné, quand on a des idées, on a besoin de les traduire très très vite. Il nous faut un matériau qui soit hyper flexible, hyper facile à manipuler, à couper, à sculpter, un peu comme de la pâte à modeler. Mais là, ça se coupe au fil chaud, vous allez voir. Et on a vraiment le lien de la tête à la main qui est immédiat. Et plus ce lien est direct et immédiat, je pense que plus on peut explorer notre créativité. Et je pense que ce matériau a énormément aidé ce passage de l'artiste à l'architecte chez Jean Dubuffet. Et on voit le plaisir au fur et à mesure qu'il a pris à faire ces dizaines de sculptures qui, au fur et à mesure, s'émancipaient de la forme plate pour se développer de plus en plus tridimensionnellement. On voit qu'on quitte la forme parallélépipédique, on quitte le plat, on quitte le cube ou le parallélépipède, on commence à être perforé, on commence à être dentelé.
et on commence à être complètement découpé. Et on commence à être voilà, fait de plein d'objets, de plein d'objets différents. Et l'air commence à passer au milieu des volumes. On sent qu'il y a aussi comment dire, une appréhension de l'espace qui commence à se faire. On n'est plus dans un objet unique. Il commence à s'émanciper finalement d'une sculpture unique et on le voit progressivement passer à vraiment l'espace et l'insertion dans un espace riche. Et cette slide aussi est importante parce que elle montre qu'une sculpture, elle peut être creusée de l'intérieur. C'est ce qu'il a commencé à faire. Et elle peut commencer aussi à être habitée de l'intérieur. Et là, la passerelle vers l'architecture, elle est de fait acquise. C'est-à-dire qu'il ne se contente plus de faire des sculptures tridimensionnelles, mais il veut les habiter. Et c'est important de voir que ce courant de l'art de l'architecture que j'illustrais tout à l'heure avec Jacques Coel, avec Antilovag, etc. C'est un courant où vraiment l'objectif a été de fabriquer des architectures immersives, dans lesquelles l'homme se sente confortable et non pas agressé par des angles droits, par des formes horizontales qui se heurtent à des verticales. Il y a l'idée vraiment de se lover dans une architecture qui vous enveloppe, qui vous protège. Ça, c'est le premier mouvement. Et en parallèle, dans l'art, il y a ce mouvement en sens inverse qui arrive en même temps, quoi qu'il a en fait déjà régulièrement émergé auparavant. C'est cette idée de forme d'art total. Un art où on ne se confronte plus devant une œuvre d'art plate ou tridimensionnelle, mais comme au musée, on contemple une sculpture, on tourne autour, on contemple un tableau. Il n'y a plus ce rapport frontal. L'art commence à s'orienter vers des œuvres d'art qui sont immersives. Ça veut dire que on va rentrer dans l'œuvre d'art. Et finalement, cette tour aux figures, parce que ce sont des modèles des différentes tours aux figures qu'il a pu faire, elle amorce ce mouvement d'une sculpture qui va être immersive, qui devient une œuvre d'architecture dans laquelle on va se promener. Et se promener, ça induit un mouvement. Finalement, l'architecture, la première chose qu'elle a comme fonction, c'est vous rentrez dans un bâtiment, vous allez vous mouvoir dedans. Avant même la fonction, avant même l'usage, vous rentrez. Il y a la notion de parcours, il y a le mouvement. Et c'est ça qui est très fort dans l'architecture. C'est ça que les artistes qui parlent d'œuvres d'art totales veulent provoquer chez le spectateur. Et Dubuffet, au début, il avait cette idée d'un ascenseur. Ensuite, voilà, il y avait des tas de formes différentes. Et là, vous voyez une maquette de l'aérogire. Donc, c'est une sorte de mouvement ascensionnel. Les architectes sont aussi fascinés par la montée, la verticale. Plus on monte, plus on va vers le ciel. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Les architectes, vous allez voir, sont fascinés par les escaliers. Et donc, il invente l'aérogire dans cet esprit anticonventionnel qu'il sait si bien avoir. Et le processus d'un architecte, c'est le même. On dessine beaucoup, parce que c'est l'immédiateté, la toute première en fait. Je pense qu'on a d'abord besoin de passer de la tête à la main par juste un crayon ou un pinceau. Ça, c'est un projet qu'on avait fait en Israël qui n'a jamais pu se construire, qui a été annulé récemment, qui était un centre d'art avec plein de formes d'art. Donc, il y est principalement la peinture, les beaux-arts, le chant, la danse, la philharmonie, etc., les concerts. Mais je veux juste, c'est un projet qui illustre bien le fait qu'on dessine et puis on fait des maquettes qui sont justes parfois, parce que quand on dessine, enfin moi en tout cas personnellement, il y a souvent la notion d'ornementation, il y a le motif, la manière de percer. Chez Dubuffet, c'est ces grandes lignes noires du cycle de l'Horlope. Moi, ça va être souvent des percements parce qu'il faut ouvrir, il faut mettre des portes, des fenêtres. Et j'aime faire en sorte que tout ça aussi soit un petit peu brouillé, c'est-à-dire casser un peu les codes et ne pas voir qu'une porte est une porte ou une fenêtre à des dimensions classiques. Donc voilà, il y a le dessin qui aide à ça.
La maquette, c'est une maquette en polystyrène, comme vous avez vu précédemment, décollage de papier, ce que Dubuffet a également fait, mais aussi des fois je dessine sur le polystyrène. Alors nous, on a un polystyrène en architecture qui est bleu, qui est plus moderne dans le sens que le grain est plus fin. Mais voilà, je dessine au feutre dessus et puis on passe exactement comme du buffet de maquettes qui sont pleines. On rentre pas dedans parce que ça nous aide à sculpter le volume, à voir justement son rapport au contexte. Ça va être aussi une des problématiques auxquelles Dubuffet va s'affronter avec gourmandise, je crois. Mais une fois qu'on a travaillé notre volume, on rentre dedans et on fait des maquettes de l'intérieur. Et dans ce centre d'art, on avait une grande circulation verticale qui était comme une tour. Et je voulais qu'il y ait des circuits dans tous les sens, qu'on ait un jeu de passerelles, d'escaliers dans un grand désordre qui favorise beaucoup de rencontres entre les artistes parce que des peintres ne connaissent pas forcément des chanteurs ni des danseurs. Je voulais que tout ce monde artistique se croise dans ce lieu qui fédérait justement tous les programmes. Et je voulais que ces croisements, ces promenades, ces circuits se fassent dans un grand désordre. Parce que le désordre favorise la rencontre inopinée, parce qu'on cherche son chemin, du coup on croise d'autres personnes. Et on a fait beaucoup de maquettes sur ces parcours. On a fait des photos, Dubuffet aussi a fait des reportages photographiques que vous avez vus. En fait, tous les médiums sont fondamentaux pour un architecte ou pour un artiste quel qu'il soit. On a besoin de dessiner, on a besoin de peindre, on a besoin de sculpter des maquettes un peu sommaires, grossières. Après, on a besoin de sculpter des maquettes beaucoup plus fines. On a besoin de les prendre en photo, de dessiner dessus, de dessiner sur nos maquettes. Le processus de création, quelque part, il est à la fois continu, mais à la fois il suit le mental et quelqu'un d'extérieur peut ne pas voir le cheminement qu'on va suivre, même si nous-mêmes, on a un cheminement très clair. Voilà, puis il y a le jeu de la lumière, il y a aussi la perte de repères que je cherche souvent à avoir parce que tout architecte est attiré par l'immersion. Plus un usager vit dans un bâtiment une expérience qui est immersive, qui est sensorielle, plus il se souviendra de ce bâtiment. Et tout architecte a envie que l'usager se souvienne du bâtiment dans lequel l'usager s'est promené. Donc, on a envie de marquer. On a envie d'être un peu en rupture avec une architecture trop classique. On a envie de remettre en cause justement ce qu'est une circulation verticale. Au lieu de faire un escalier, des paliers, j'ai tout mélangé. Et puis le travail aussi, exactement comme du buffet, d'avoir des surfaces assez monochromatiques dans lesquelles moi je joue avec la lumière. Et la lumière, elle fait des reflets partout et elle brouille les repères et elle fait que on a peut-être parfois plus de mal à se repérer, mais du coup on garde une expérience. Alors les techniques pour y arriver, c'est impressionnant. La visite de l'exposition, je vais essayer de l'éclairer en tant qu'architecte. Mais voilà, on voit le fil chaud, c'est-à-dire, nous, c'est un fil qui est fixe, mais c'est un fil métallique dans lequel passe du courant. Il est chaud et il fait fondre le polystyrène. Donc, ça sculpte. C'est très léger, le polystyrène. Donc, le fil chaud passe et franchement, en quelques minutes, on peut passer d'un cube à une forme cylindrique. Et c'est hyper jouissif de voir que on n'a pas besoin de passer avec du plâtre, il n'y avait pas de temps de préparation, c'est extraordinaire. Enfin, c'est la facilité avec laquelle on peut sculpter quelque chose fait qu'on peut justement tester des tas de solutions. Et donc voilà le travail de Dubuffet, on voit que ça passe aussi toujours par la deux dimensions. On voit que le processus de création, tout architecte se retrouve là-dedans. On fait des milliers d'esquisses. Pour un projet, on peut dessiner des centaines de dessins, on dessine et on redessine. Et puis, on se lance dans une première sculpture, et puis une deuxième, et puis une troisième. Donc, on voit comment il sculpte. On est assis, on est debout. Il a différentes formes de fil chaud. Il y a toutes ces chutes qui doivent forcément l'inspirer pour faire d'autres maquettes. Parce qu'il y a toujours le contenant, le contenu. Et parfois, les chutes font des œuvres
complètement différentes et auxquelles on ne s'attendait pas, qui peuvent être plus belles que l'objet lui-même qu'on va sculpter. Donc, je retrouve tous ces gestes, ces moments aussi où on travaille de manière... on a l'impression que c'est répétitif, mais l'esprit s'échappe. Ouais, et c'est ça l'art. Et voilà. Et là, je vais illustrer un autre chapitre qui est Dubuffet architecte. Ça va être progressivement des œuvres d'art qui vont faire plusieurs mètres de haut, plusieurs dizaines de mètres de haut, plusieurs centaines de mètres de long. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas d'impression 3D, il n'y avait pas d'informatique. Et il travaillait avec un pantographe. Pour la petite histoire, mon père était aussi architecte. Donc j'ai connu le pantographe. Et voilà, donc c'est un outil qui prend les mesures d'un côté. Vous avez la maquette de gauche qui est toute petite, enfin plus petite. Et en fait, en reproduisant le mouvement de la maquette de gauche à droite, c'est démultiplié et toutes les dimensions sont, en l'occurrence, là, j'imagine, multipliées par 1,5. Mais il faut voir le travail titanesque à l'époque, parce qu'il part de petites maquettes et l'arbre aux figures, il doit faire une vingtaine de mètres de haut. Donc, c'est plusieurs maquettes successives, un travail quand même fastidieux. Finalement, les artistes, parfois, peuvent passer des années sur une peinture, ça reste deux-dimensionnel. Je pense que dès qu'on attaque la sculpture, et encore plus l'architecture, ça devient tridimensionnel. Le corps, il est demandé, il est sollicité. Il y a la taille qui fait que ça devient physique. Et voilà, il y a un rapport qui se met en place qui est intéressant. Et puis toutes les difficultés qui vont avec. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'investissement intellectuel et physique. Et voilà, c'est important aussi d'en parler. Et du coup, c'est un travail d'équipe. On voit Dubuffet et son atelier. Un travail d'équipe, il faut savoir passer la main. C'est pas du tout dévalorisant. On critique parfois des artistes qui font appel à des ateliers, mais ça existe depuis la Renaissance. Léonard de Vinci, Michel-Ange, tout le monde avait des ateliers. Tous les peintres avaient des ateliers. Un atelier, ça demande, comme un architecte, ça demande de savoir être pédagogue, de savoir emmener tous ses collaborateurs dans une forme d'aventure collective. C'est ça aussi que raconte l'architecture. Et c'était intéressant dans l'exposition de voir que dès qu'on atteint justement ces dimensions démultipliées, on n'est plus sur une toile, quand bien même Guernica fait 20 mètres de long. Là, on est dans des œuvres qui vont faire plusieurs dizaines de mètres de long, de large, de hauteur, etc. Donc, on atteint une dimension supplémentaire et c'est une équipe. Et c'est une équipe qui doit vous être fidèle et qui doit comprendre votre finalité que vous devez emporter dans une aventure. Et ce processus, cette technique, on l'a. Il l'a éprouvé pour la première fois quand il est passé dans ce processus de long loop de ces dessins qui étaient des sortes de premiers gribouillages et puis au fur et à mesure ça prenait forme, etc. Il a installé tout un vocabulaire, il est passé en 3 dimensions. Mais après chaque œuvre, je pense qu'il est repassé par le dessin. Et un architecte, c'est un éternel recommencement. Chaque projet, c'est des dessins. Et là, c'est le LAM, justement, qui nous a permis, en effet, de nous rencontrer avec Olivier, qui a participé si fondamentalement et activement à cette aventure, donc le Musée d'art moderne de Lille, dont on a fait la restructuration et l'extension. L'idée, au départ, était de constituer cette extension pour une magnifique collection d'art brut. Et au passage, je voudrais dire que Jean Dubuffet, c'est lui qui a trouvé le mot art brut. Il était très féru de cette forme d'art. Il a inspiré beaucoup d'autres artistes. Il a vraiment été le premier à découvrir cette forme d'art et à lui donner une très grande légitimité. Et donc, c'est vrai qu'on a pu parler à l'époque de Dubuffet. Et du fait de ces liens entre les artistes de l'art brut et les artistes de l'art moderne et de l'art contemporain, j'ai voulu justement, quand j'ai fait cette extension,
qui est une forme de fusion entre les trois formes d'art. Je voulais pas mettre de côté l'art brut. Je voulais vraiment lui octroyer des lettres de noblesse, faire en sorte qu'il soit au même niveau, qu'il ne soit pas détaché, qu'il soit aussi, lui, fusionnellement rattaché à l'art brut, à l'art moderne et à l'art contemporain, parce que précisément, il a inspiré énormément d'artistes modernes et contemporains. Donc, l'art brut a le droit d'être au même niveau. Donc, j'ai construit une extension. Vous voyez le premier croquis en haut à gauche qui est vraiment soudé à l'œuvre existante de Roland Simonet, qui vient l'embrasser. Il y a ce côté-là aussi immersif que vous allez voir, très organique, parce que je viens envelopper des œuvres d'art brut et j'estime qu'il faut un espace confortable et apaisant pour voir des œuvres qui ne vous laissent pas indemnes parfois. Et donc tous ces croquis illustrent tantôt l'ornementation, tantôt le premier croquis, l'insertion dans le site, dans les courbes de niveau. Chaque volume du bâtiment, il se pose sur une courbe de niveau, et puis les parcours. Et puis au fur et à mesure, le motif devient, c'est fastidieux, l'architecture et l'art. Le motif, on le découpe dans ce polystyrène, on peint dessus, on pose sur du papier, et voilà, donc tout un travail de moule et de contre-moule, de contre-typage, de négatif et de positif. Et puis sur le chantier, comme du buffet, on utilise des tas de matériaux, mais l'architecture, ça reste artisanal, on n'est pas dans l'industrie, il y a toujours la main qui n'est pas loin. Donc là, ce sont des blocs qui vont chacun être sculptés en bois, qui ont été revêtus d'une résine époxy pour être tout doux. Et ensuite, ils sont installés sur les coffrages. C'est des grandes planches qui viennent, dans lesquelles on coule le béton. Voilà, donc on a collé les moules. Ensuite, on a coulé le béton et quand on a démoulé à droite, tantôt ça fait des trous, tantôt ça fait des bas-reliefs. Donc voilà, tout ce travail, on n'est pas dans l'architecture numérique, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans le concret, dans le polystyrène, dans les moules, dans le béton. Et c'est ça qui, au final, fait l'architecture. Donc, cette architecture du musée, là, on voit aussi le côté immersif de percements qui ensuite deviennent des bas-reliefs, qui viennent envelopper toutes les façades. Voilà, dans un jeu très organique. On voit quelques similitudes. Et puis l'intérieur, l'immersion, on ne peut pas faire des bas-reliefs au sol, mais c'est la lumière avec le jeu d'ombre et de taches de soleil qui donne cet aspect tridimensionnel. Les couleurs claires aussi qui gomment le relief, qui enlèvent une grande partie des ombres. Et ces couleurs claires, c'est précisément sur celles-là que Dubuffet va jouer pour vous emmener dans la closerie Falbala et dans l'arbre aux figures, dans tous ces espaces où il a joué de ce contraste de lignes noires sur des fonds très blancs. Alors, les questions autour de l'usage et de la fonction. Je me suis arrêtée tout à l'heure en disant Dubuffet a fait des sculptures, au fur et à mesure, c'est de l'art total. On rentre dans ces sculptures. Et la première, c'est l'arbre aux figures. Il en parle magnifiquement bien. Il dit que c'est pour un habitant sans bagage, un peu pour un Bernard l'ermite. Donc un lieu où on n'a pas de bagage, d'ailleurs physique, mais aussi mental. C'est important. Je pense que quand on veut vraiment s'immerger dans une œuvre d'art, il faut un peu lâcher prise. Je pense que Dubuffet vous fait très facilement lâcher prise, mais il y a cette notion d'abandon dans une œuvre d'art. Donc on lâche ses bagages, comme il le dit lui-même, et on se promène dans une sculpture qui possède pas tellement d'escaliers. C'est des rampes, c'est des mouvements de sol dont on ne sait plus très bien s'ils sont des sols, des bouts de murs inclinés ou des escaliers. Il y a cette verticalité et à partir de là, quand même, on est un Bernard l'ermite. Donc il est parti de cette première œuvre où on ne fait que déambuler, on perd son bagage et on s'abandonne et on vit une expérience sensorielle, mais à partir de là, Jean Dubuffet a commencé à installer des usages, a commencé à
à réfléchir à des tas de formes. Donc là, voilà, avec son gastrovolve et son aérogire, ça prend progressivement des formes plus architecturées. Mais nous aussi, en tant qu'architectes, on passe de formes comme ça qui sont un peu indistinctives. Ça, c'est une maquette qu'on avait faite justement pour la Gaîté Lyrique, où on voulait travailler énormément sur les flux. C'est une maquette, évidemment, on n'a pas réalisé le projet comme ça. En fait, Dubuffet, naturellement, il est artiste, donc il va faire une maquette où il sait très bien que on ne peut pas marcher directement là-dedans. Mais on a besoin, qu'on soit artiste ou architecte, d'illustrer un premier concept sans prendre trop attention aux mesures, aux proportions des marches, des rampes. On a besoin même en tant qu'architecte, de faire des maquettes sculptures. Cette maquette-là, c'est une sculpture qui raconte des flux dont on voulait qu'ils soient les plus immersifs possibles. On voulait que le public abandonne tous ses bagages aussi intellectuels, qu'il soit submergé par ces formes d'art digital, donc facilement dans lesquelles on pouvait facilement s'immerger parce qu'on a beaucoup de projections, l'art numérique, mais on voulait aussi que les formes du sol, des murs, soient organiques. Et évidemment, bon, après, on termine avec des escaliers. Ça, c'était une maquette qu'on avait fait pour des cinémas à Alésia. On voulait que les gradinages des salles sortent à l'extérieur de la salle et que ça forme des sortes de salles de cinéma dans le hall, dans les escaliers, dans les circulations, dans l'espace d'accueil. Voilà, donc on voulait que ces gradinages s'échappent des contours des salles et créent finalement des lieux de visionnement qui soient un peu informels et qui fassent que vous n'attendez pas quand vous rentrez au cinéma d'être dans la salle pour vous sentir dans une salle de cinéma. Dès qu'on franchissait la porte des cinémas, on était dans des gradins, on pouvait voir des projections et il y a cette immersivité qui est toujours présente. Mais pour autant, elle est plus raide. Ça, c'est une frustration d'architecte. Voilà, donc cette tour aux figures, j'en ai un peu parlé. On la découvre comme une forme peut-être un peu raide, un peu massive, mais elle développe tout cet univers dont je vous ai parlé précédemment. Et puis là, on est sur une autre échelle qui va amorcer le chapitre d'après, la closerie Falbala, qui est à Périgny-sur-Yerres. C'est une œuvre qui est grandiose. Alors, j'ai pas vérifié, c'est certainement au moins 1 hectare. Voilà, 1600 mètres carrés. Ouais. C'est immense. Et du coup, on est vraiment dans une forme d'architecture qui est totale. Cette fois-ci à ciel ouvert. La notion de contexte, elle va venir. On n'est pas dans un contexte urbain, mais on est quand même voilà, aux prises avec une géographie, avec le ciel, avec la lumière, le soleil. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre extraordinaire parce qu'elle apprend la déambulation. Il y a cette question d'ornementation qui poursuit toujours Dubuffet et l'usager. Euh, Picasso parle de certaines de ces déambulations où le trait noir vous accompagne parfois pour vous guider, mais parfois pour vous induire en erreur. Donc, il y a toujours chez Dubuffet le souhait de vous accompagner, de vous immerger, mais de vous déranger un petit peu quand même. C'est-à-dire de faire en sorte que tous vos sens soient en éveil, vous soyez confortable, mais il y a toujours cette dualité entre le confort et l'inconfort qui est hyper intéressante. Peut-être que l'architecte a moins droit à ce degré de liberté. Mais voilà, là, il y a vraiment de l'usage. C'est un musée à ciel ouvert. On n'est pas juste dans une déambulation verticale, on est dans une promenade, on est dans une sculpture où on peut s'allonger, on peut commencer oui, on marche, on s'assied, on s'allonge, on commence à pouvoir s'épancher, à pouvoir faire des tas de gestes et de plus en plus, ça continue à prendre la forme d'une architecture totale, sans plafond, mais vraiment, c'est une architecture absolument extraordinaire et puis elle ouvre sur la Villa Falbala. Donc là, on est dans un lieu qui est censé libérer l'esprit, qui est en même temps hyper chargé. On ne sait pas
quelle est la finalité du buffet? Est-ce que c'est vraiment pour libérer l'esprit ou est-ce que c'est vraiment pour vous envelopper, pour vous immerger euh, dans son œuvre jusqu'à en être drogué, enfin jusqu'à vraiment garder une mémoire indélébile de cette expérience-là. Voilà, c'est vraiment une architecture exceptionnelle. Et puis cette œuvre aussi que je voulais vraiment mettre dans ce chapitre de l'usage et la fonction, c'est sa réinterprétation quelque part d'une maison, la chambre au lit sous l'arbre, un titre poétique. Mais c'est pas qu'une chambre, c'est comme un appartement. Il y a un lit, il y a un banc, il y a des toilettes, il y a des espaces de rangement. C'est son interprétation de ce que pourrait être un habitat. Évidemment, c'est extrêmement onirique, mais c'est toujours pareil. Quand on est architecte, on a besoin de sources d'inspiration, non pas hyper directes. Dubuffet, forcément, nous a tous inspirés en tant qu'architecte. On ne peut pas construire sa maison pour de vrai, personne ne va vivre dedans. Mais le fait tout le temps, dans cette démarche anticonformiste qui s'est chargé d'avoir en tant que plasticien, il a toujours été en rupture avec les codes plastiques. En tant qu'architecte, il a toujours été en rupture avec les codes de l'architecture. Et finalement, il nous faut des figures tutélaires comme ça pour nous servir de guide et pour nous familiariser et pour nous donner confiance dans toujours le fait de faire un pas de côté et de chercher le risque et d'expérimenter. Mais là, c'est les limites aussi, bien sûr, parce que il peut y avoir cet aspect dérangeant, parce que je pense que, peut-être pas à la closerie Falbala, mais dans d'autres œuvres, il y a peut-être cette immersion totale, mais au bout du compte, on est obligé, enfin, on veut en sortir. C'est-à-dire, voilà, il y a l'aspect potentiellement, on n'est pas forcément complètement à l'aise et ça peut être dérangeant. Et ça, c'est important de le relever. Et c'est ce qui fait que pour moi, Dubuffet restera quand même avant tout un immense artiste. Ses œuvres d'architecture sont là pour nous donner un là, pour nous guider. Et c'est le principal. Et je repars sur quelques processus de création un peu similaires. Ça, c'est un projet qu'on avait fait, qu'on a construit il y a longtemps maintenant pour Citroën. Donc le musée Citroën, le showroom, mais c'était avant tout un musée Citroën sur les Champs-Élysées. On voit toutes ces maquettes on appelle ça aussi du roof mat en polystyrène. On en a fait plein. On avait besoin de tester des tas de... C'est d'ailleurs ça aussi, on apprend à être presque trop perfectionniste. Comme c'est facile à sculpter, on change les courbes un peu dans tous les sens et on peut le faire à l'infini. C'est la forme du projet. Et c'est un projet où il y a finalement très peu de surface construite par niveau. On avait à peine 100 mètres carrés par étage et on avait décidé de concevoir le projet comme une sorte de mouvement continu. Finalement, au lieu de, là encore, mettre des escaliers dans un coin et un ascenseur et d'avoir des plateaux, on a fait un projet comme un mouvement continu où on ne fait que se promener, on ne s'arrête jamais. Donc on monte et on descend, ce sont que des escaliers. Ça pourrait être un peu la tour aux figures à l'intérieur. On se promène, la verticalité peut vous donner le vertige. Ça, c'est des critiques qui avaient été faites d'ailleurs, enfin des craintes qui avaient été faites au début. Le Citroën avait peur que les gens qui ont le vertige sont sans arrêt entourés par du vide. C'est ce que je voulais. Là, quand même, il y a aussi un peu l'aspect dérangeant. On aime bien donner du confort, mais il y a toujours les limites entre le confort et puis quand même resté réveillé, surpris par quelque chose d'inattendu qui vous met aussi vous-même un peu en risque. C'est comme ça que vous pouvez rentrer dans une œuvre d'art. Donc on a assumé et donc il y a ce parcours en spirale autour de ce que vous voyez au centre. Ce sont ce qu'on appelle des tournettes dans le vocabulaire automobile. Voilà, donc ce sont que des courbes. On fait que se promener. Les tournettes, elles tournent. Les escaliers, ils tournent autour des tournettes. Donc on est parti dans un vertige ascensionnel. Et là encore, on a fait un nombre de maquettes inouïs. Le projet a été construit, il a été malheureusement fermé assez peu de temps après, lié à tout ce qui s'est passé dans les années 2008-2012.
Donc on a livré 2 ans après, Citroën allait extrêmement mal. Voilà les tournettes, la réalisation, cet emballement d'escalier, les formes aussi complètement organiques. On perd les repères, on n'a pas la notion d'un mur, un toit, enfin une façade, un toit, une façade de l'autre côté. Voilà, la façade se courbe pour devenir un plafond, un toit, et puis elle redescend et elle devient un mur. Et voilà, et puis le projet de l'île également, le côté très immersif à l'intérieur. L'art brut est un art qui, si on sait, comment dire, se laisser aller à vraiment rentrer dans, dans une exposition et dans le contenu et dans le moteur de tout artiste, c'est un art qui, donc précisément, ne laisse pas indemne parce que c'est souvent un art qui passe des messages, on passe tous des messages. Là, souvent, ce sont des artistes qui ne se revendiquent pas comme artistes, mais qui vivent dans des hôpitaux et qui ont besoin de transmettre tout leur imaginaire, toutes leurs angoisses. Et c'est vrai qu'on voulait que le projet soit le plus immersif et le plus organique possible parce que on voulait que les visiteurs vivent des espaces de petite échelle déjà, qu'il n'y ait pas trop d'œuvres dans un même espace, qu'on ne soit pas submergé par trop d'œuvres d'art d'un seul tenant. Et en même temps, il y a ce lien entre chaque salle thématique. Donc, il y a des similitudes dans un parcours que vous voyez qui est assez torturé aussi et assez organique. Et puis le dernier projet, alors il montre aussi les limites du côté de l'architecte. Ça, c'est notre projet de grande bibliothèque en Australie. Là aussi, je ne voulais pas faire un bâtiment cubique. D'ailleurs, c'est un projet, vous ne le voyez pas dans cette image, mais on est entouré de tours qui font entre 50 et 70 étages, donc entre 200 et 250 mètres de haut, sur le sud et vers la gauche et vers la droite, et puis de manière générale tout autour. On a voulu faire un projet anti-contextuel, donc ça vous allez le voir après, c'est-à-dire sortir de cette architecture générique qui nous entoure, de ces buildings tout en murs rideaux, gris, austères, rectangulaires et sans âme. Et on a fait un projet tout rouge. On n'a pas de toit plat, on a une grande courbe qui suit les courbes du soleil, voilà, on voulait s'effacer, faire en sorte que la place qui est au sud soit tout le temps ensoleillée. Donc un projet, je fais référence un peu au biomorphisme de tout à l'heure qui s'efface devant le soleil, qui a un rapport très fort avec la nature et la place qui nous fait face, qui discute avec les éléments, avec le climat. Et donc cette toiture, elle est très importante, elle s'enroule sur aussi la façade nord qui est de l'autre côté. Elle est multipercée. Il y a la notion aussi de motif, toujours d'ornementation. Et tous ces percements, c'est à la fois une manière de prendre la lumière, de faire de ce petit objet une lanterne chinoise, c'est-à-dire qu'il est tout rouge, tout est différent. On a fait tout l'inverse de nos voisins, mais il y a toutes ces pépites de lumière qui le soir se mettent à briller parce que la bibliothèque est ouverte tard le soir. Voilà, donc un petit objet qui est tout petit face à son contexte, très impertinent, très désobéissant par rapport aux autres règles d'urbanisme et en même temps qui est très voilà, joyeux du buffet, parlait beaucoup du côté joyeux de ses œuvres et tous ces petits percements à l'intérieur. Alors, vous ne le voyez pas sur toutes les images, mais on est à la fois complètement fermé par rapport à l'environnement, parce que là-bas, il y a une prise en compte de l'écologie qui était très très importante, donc pas de soleil direct, pas de lumière directe, un climat très très chaud. Donc on n'a que de la lumière indirecte et d'où des percements qui sont toujours petits. Cette sculpture du toit, elle est à la fois très fermée et les percements sont toujours petits, savamment orientés pour que jamais le soleil ne rentre. Mais donc on est à la fois fermé vis-à-vis de l'extérieur, donc il y a cet aspect immersif, et en même temps toujours dans ce rapport au ciel parce qu'on... Bon, je sais pas la bonne photo en vrai, mais on voit le ciel et l'environnement partout par ces petites ouvertures. Voilà, la recherche d'un site.
la confrontation au contexte. Alors, j'ai effleuré le sujet à plusieurs reprises. Euh, c'est vrai quand même que quand on est architecte, à part juste le dernier projet dont je viens de parler, qui est celui de l'Australie, mais quand même, on a une appréhension du site et un besoin de respecter le site dans lequel on va se couler. J'aime bien parler de ça souvent. Le Corbusier disait que finalement, le site formait une matrice dans laquelle il fallait qu'on s'intègre. Et il y avait un phénomène de dialogue, c'est-à-dire que si on réussissait cette contextualisation de notre œuvre, on renvoyait le site à sa beauté et le site nous renvoie à notre beauté. Donc il y a un échange qui est donnant-donnant et ça, c'est quand même le cœur du métier d'architecte. Et on voit que Dubuffet l'amorce, on voit tout son processus. Il est d'ailleurs très intéressant parce que ce processus, c'est comme un architecte, c'est-à-dire il fait des maquettes, il cadre un décor en carton, il installe ses maquettes. On fait tout pareil à l'agence, on fait tout pareil. Et il fait aussi des photomontages. Et en fait, on a beaucoup travaillé par photomontage, nous aussi. C'est-à-dire, on prend une photo, maintenant on a les insertions, on travaille informatiquement, justement, je vais le montrer après. Mais à l'époque, on avait une photo, on photocopiait entre guillemets à côté notre photo de maquette, on, on la mettait à la bonne échelle et puis on la découpait et on la collait sur la photo. Et ça avait un côté hyper rapide et spontané. C'était presque plus intuitif d'ailleurs que les photos, que les images que je vais vous montrer après. Parce que c'est extraordinaire. On voit l'impertinence de Dubuffet qui m'a fait rigoler parce que en tant qu'architecte, c'est un peu gonflé. C'est-à-dire que il va mettre sa tour aux figures comme si, comme ça. C'est des contextes différents, mais c'est la même tour. Il va la mettre sur ce site à droite de la tour Eiffel et puis à la place de la tour Eiffel. Mais il y a un côté complètement impertinent qui est salvateur. Parce que c'est comme ça qu'on a des coups de génie. Enfin, c'est parce qu'on teste, c'est parce que tout d'un coup, le collage, il l'a mis à droite et puis il s'est dit, bah non, je vais le mettre à gauche. Donc, il y a cet instinct qui est toujours présent entre la tête et la main et cette impertinence, finalement, quand on analyse ses œuvres, on va le voir après dans certaines œuvres que je vais montrer, mais ça marche très bien. C'est-à-dire que on voit le côté noir et blanc de son œuvre, un fond assez clair, l'ornementation noire. Et quand on regarde l'haussmannien à côté qui est derrière, c'est un fond clair, c'est une ornementation aussi qui est très présente. Il y a ce côté très bichrome parisien entre la pierre parisienne et la ferronnerie qui va être gris-noir. Finalement, c'est très contextuel. Enfin, en tout cas, il y a des liens et on ne peut pas dire que son architecture n'est pas du tout contextuelle. Et au contraire, et c'est ça aussi tout le dilemme de l'architecte, on a envie de se couler dans un site, mais on a envie quand même d'améliorer la qualité du site quand on partira, quand on aura fini de construire. Donc il y a la notion quand même de transformer le déjà là, d'apporter quelque chose qui donne une vraie valeur ajoutée, de régénérer un site, de le métamorphoser. Et quelque part, ce que fait Dubuffet, c'est des métamorphoses extraordinaires. Parce que là, on a une place autour duquel il y a des voitures qui tournent. Et à un moment donné, il y a cette œuvre qui s'installe de manière impertinente, mais en même temps, elle célèbre le mouvement de la place. Elle est en parfaite adéquation avec les immeubles à l'arrière. Elle forme un clin d'œil à cette polychromie haussmannienne. Et donc, on ne peut jamais dire que son œuvre n'est pas contextuelle. Voilà. Même ici, il y a la mise en abîme de son arbre aux figures avec la tour Eiffel. Voilà, il y a le jeu des contrastes aussi, la finesse de la tour Eiffel versus la massivité de la tour aux figures. Mais on raisonne aussi beaucoup comme ça en tant qu'architecte, par contraste. Parce que son œuvre est massive, elle révèle l'esprit gracile de la tour Eiffel. Et l'esprit gracile de la tour Eiffel renvoie à cette massivité de son œuvre qui est
puissante. Donc voilà, il y a ces multiples facettes de la contextualisation. Et nous, en tant qu'architectes, ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Alors aujourd'hui, maintenant, on fait des images, infographistes, on travaille nous-mêmes beaucoup en 3 dimensions. Ça fait des images plus lisses. J'ai la nostalgie un peu des collages qui sont faits de manière assez brouillonne, mais hyper efficace. Donc ça, c'était, je pense, au moment du concours. Et puis la réalisation. Donc il y a des différences, mais pas tant que ça. Voilà, il y a évidemment une maturation de l'architecture parce qu'on n'a pas travaillé 6 ans pour rien après les premières esquisses. Mais voilà, on travaille beaucoup en images en fait. Et on travaille, comme je disais tout à l'heure, en maquettes. C'est des dizaines de maquettes. Et c'est ça que raconte magnifiquement votre exposition. C'est de rentrer, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que de rentrer dans l'œuvre d'un artiste en découvrant son processus de création, c'est-à-dire pas uniquement l'œuvre finale, mais comment il l'a faite, les multiples séquences, parce qu'on comprend 1000 fois mieux le résultat final. Et donc j'ai adoré l'exposition pour ça. Et Villeneuve d'Ascq, le processus d'un artiste ou d'un architecte comme moi, c'est des maquettes à n'en plus finir. Et puis, on les fait en carton, après on les fait en bois, après on les fait en résine. Sur un fond bois, on prend des photos et puis on analyse les photos. Ce que faisait magnifiquement Dubuffet dans ses cahiers où il prenait des photos à gauche, à droite, enfin nord, sud, est, ouest. Parce que quand on analyse une photo, on revient sur notre œuvre tridimensionnelle et on la modifie. C'est un processus itératif qui n'a pas de fin. Et on peut faire aussi des maquettes, comme Dubuffet a fait des œuvres qui sont en rapport avec l'architecture finale de Villeneuve d'Ascq, sauf la couleur. Parce qu'à un moment donné, on a aussi besoin de faire une maquette pour un sujet tout à fait particulier. Et là, en fait, le projet est très contextuel par rapport à l'œuvre de Roland Simounet, le musée existant. Mais en même temps, il fallait quand même il fallait que j'arrive à m'affirmer dans ma propre œuvre. C'est-à-dire qu'il fallait que je constitue un tout, que les deux forment un musée unique, mais il ne fallait pas que je dénature l'œuvre de Simounet et il ne fallait pas que je construise uniquement une œuvre secondaire. Il fallait qu'elle arrive à prendre sa place et qu'à un moment donné, il y ait un dialogue d'égal à égal. Et pour ça, je suis passée par une maquette colorée pour voir quand le projet de Simounet disparaît, qu'est-ce qui reste, et pour vérifier que le projet que je m'apprêtais à réaliser, il allait avoir sa beauté propre, indépendamment aussi de celle de Simounet. Voilà, et le chapitre de la fin, j'espère que j'ai pas été trop longue. C'était sur les différences qui subsistent. Oui, il y a des différences. C'est frustrant d'ailleurs, parce que je pense que Dubuffet a voulu aller jusqu'au bout de l'architecture. Il l'a été. Peut-être il a eu plus de liberté qu'un architecte. Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, en tant qu'architecte, on a une frustration, c'est qu'on peut jamais être complètement un artiste. Et la première différence, c'est celle-là. C'est le monsieur qui est là, qui s'appelle David Rockefeller. C'est vrai que la plupart des œuvres de Dubuffet, il les a faites pour lui-même. Alors, c'est un luxe, mais pas tant que ça. C'est-à-dire c'est quand même tellement courageux d'être artiste. C'est-à-dire qu'on accepte de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir de commanditaires, de ne pas avoir de cahier des charges. Donc, c'est le plongeon vers l'inconnu. On n'a aucun cadre. C'est la prise de risque totale. Mais en même temps, c'est une chance. Et je pense que ça, c'est une grande différence avec l'architecte. L'architecte, c'est quelqu'un, malheureusement, qui travaille, et heureusement, qui travaille pour un commanditaire. On a une feuille de route, on a un cahier des charges. Après, ça dépend comment on l'apprend. Mais je pense que c'est une grande différence qui subsiste. Et Dubuffet, quand même, dans ses œuvres d'art, dans ses œuvres d'architecture, tout comme certains architectes, a réussi à travailler avec un commanditaire comme David Rockefeller qui lui a laissé carte blanche. Donc voilà, il a quand même eu des commanditaires.
c'est des commanditaires d'œuvres d'art. Donc il y a toute voilà, tout ce spectre d'une œuvre qui est faite sans commanditaire, parfois avec un commanditaire qui vous laisse page blanche, ou bien qui vous laisse moins page blanche, ou bien comme quand même 99% des architectes qui vous laissent pas du tout complètement la page blanche. Mais cette œuvre, elle est exceptionnelle parce que voilà, c'est quand même un commanditaire qui a tissé une relation très forte avec Dubuffet. Le résultat, il est époustouflant. Là aussi, il y a cette notion de contexte sur laquelle je veux revenir. Je trouve ça extraordinaire. C'est une œuvre qui vous enveloppe. Ces 4 grands arbres qui sont pas du tout des arbres, qui sont complètement réinterprétés, mais en même temps, on voit bien cette forme d'arbre. Il y a ce dialogue avec la tour qui est à l'arrière qui est absolument sublime. Pour moi, c'est le summum de la mise en contexte d'une architecture dans un existant si prégnant que celui qui est ici à New York. Après, il y a la question de l'usage. Et là, je voulais évoquer ce projet, le jardin d'hiver, et toujours ce que j'ai effleuré dans cette conférence, l'usage où quand même l'architecture, on se doit de... On ne peut pas y faire que passer. C'est-à-dire, le côté dérangeant, il est là, mais pas trop. Et là, c'est pour moi un peu le paroxysme d'une œuvre d'art totale qui est immersive, mais dans laquelle on ne va pas avoir forcément envie de rester parce que, à force de vous envelopper, elle vous marque, elle vous impressionne et puis à la fin, il faut en sortir parce qu'elle vous a suffisamment marqué. Et ça, je pense que c'est aussi une limite entre l'artiste et l'architecte. On ne peut pas se permettre ça parce que l'usage, il a une fonction et toujours lié au commanditaire. Eh ben, quelque part, prosaïquement, une architecture, on enveloppe des programmes qui sont des logements, des bureaux, des musées, mais voilà, on se doit de rester quand même dans un cadre qui est beaucoup plus bordé. Et ça, c'est la grande liberté qu'a su garder Dubuffet, où il a réussi jusqu'au bout à faire des architectures qui restent quand même des véritables œuvres d'art, dans lesquelles il ne s'embête jamais à envelopper définitivement une fonction qu'il aurait quelque part à un moment donné bridée. Voilà. Et c'est un peu le mot de la fin. J'ai quand même été un peu longue, hein. Alors, j'ai une remarque qui était un peu votre conclusion quand vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre justement dans ce que vous créez de se perdre parce qu'à un moment on étouffe et moi, dès le début, par rapport aux différents bâtiments que vous avez présentés où vous voulez qu'on se perde, qu'on soit, pour moi c'était très angoissant et j'aimerais pas visiter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous avez dit qu'en tant qu'architecte, vous avez des commanditaires dans 99%. Donc, est-ce que vous êtes le 1% ou vous êtes libre? Parce que par rapport à votre originalité, comment vous pouvez répondre au cahier des charges? Alors, en fait, je suis dans les 99%, jamais dans les 1%. Et c'est ça la grande difficulté de l'architecte. En fait, une œuvre, je vais dire une œuvre architecturale, c'est quand même une œuvre qui est faite à 4 mains. C'est-à-dire, il faut un dialogue avec le commanditaire. D'ailleurs, Jean Dubuffet l'a eu avec David Rockefeller. On ne peut pas construire contre son commanditaire. Donc, quelque part, toutes les œuvres architecturales que j'ai faites, je les ai vraiment faites en harmonie, en adhésion avec mon commanditaire. Ça ne veut pas dire que parfois je ne l'ai pas forcé un peu. C'est-à-dire que le dialogue, ça passe par... quand on a une vision, en tant qu'architecte un peu artiste, on a des convictions et il faut qu'on arrive à faire passer ces convictions. Un bon commanditaire
doit faire confiance à un bon architecte. Et si vraiment on a face à face un bon commanditaire, ouvert d'esprit, qui sait aussi se remettre en cause dans ses a priori, dans ses postures, un bon architecte qui sait convaincre, faire passer ses convictions, mais aussi écouter son commanditaire, alors on peut arriver à des œuvres architecturales qui ne sont pas de l'art total, mais qui peuvent quand même se rapprocher d'une œuvre, comme Roland Simonet a fait le musée d'art moderne. C'est une œuvre d'art qui est très vite, on en parlait encore tout à l'heure avec Olivier Donat, qui a été inscrite monument historique. Donc, c'est vraiment une œuvre qui fait date. Chaque œuvre qui est vraiment le fruit d'un dialogue fertile, d'une écoute et en même temps d'un travail musclé entre le commanditaire et son architecte. Chaque fois qu'il y a ce dialogue, et on peut arriver à une œuvre qui fasse trace. Voilà, donc non, je me situe dans les 99%. Gaudi, non, j'aurais pu citer tellement d'architectes. Non, mais parce que j'ai l'impression que certains ont eu une influence. Enfin, je connais pas grand-chose, je suis pas très cultivée, mais je me dis, je sais pas, Gaudi, il était quand même du début du siècle. Voilà, je me demandais s'il y avait ça. Mais il y a complètement une inspiration, et vous avez d'autant plus raison que c'est important. J'ai eu besoin tout à l'heure de resituer ce mouvement d'architecture-sculpture à la fin du 19e siècle. C'est vraiment la première période d'industrialisation qui a tout de suite créé ce clivage entre tous des mouvements qui ont un peu suivi, pris à bras-le-corps toute la science grandissante, etc. Et puis tout de suite des gens qui ont fait des pas de côté, qui se sont inscrits dans ce mouvement de biomorphisme. Et Gaudi a été totalement là-dedans. Et je pourrais en parler parce que lui faisait des sculptures. C'est extraordinaire. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de citer, c'est que déjà à l'époque de Gaudi et tous les architectes dont j'ai parlé, Jacques Coel, mais il y a aussi André Bloch, il y en a plein, c'est des architectes qui ont été aidés quand même. Ils rejetaient l'industrialisation et une partie de la science, mais c'est quand même les progrès de cette même science qui leur ont permis les œuvres qu'ils ont faites. Et le matériau, c'est le béton. Voilà, ils arrivaient à travailler du béton projeté sur les grillages, comme j'ai évoqué tout à l'heure. La technique du béton leur a ouvert un champ absolument par rapport à la pierre qui était infini. Ah oui, Gaudi, c'est un magnifique exemple. Il est à la fois très artiste et extrêmement fonctionnel. Oui. Ces œuvres, c'est un peu la question que j'avais. En fait, dans la démarche de création, j'imagine qu'elle est déjà pilotée par le côté textural, graphique, architectural, sculptural, et qu'après interviennent des contraintes qui sont plus, on va dire, fonctionnelles, je suppose. Hein. Bien sûr. Et que ces contraintes fonctionnelles vont tempérer un petit peu, altérer, et comme vous disiez tout à fait, avec la discussion avec le commanditaire, qui lui est quand même très piloté par un caractère... je pense qu'il est plus fonctionnel que graphique, textural et artistique. Et donc, cette espèce de discussion conduit à quelque chose qui finit par être à la fois graphique, textural et fonctionnel. Quoi. Je ne sais pas comment vous procédez au départ. Alors, vous avez complètement raison, mais j'ajouterais quand même que il y a des phrases célèbres on vit avec dans le monde de l'architecture depuis des décennies. C'est la forme doit suivre la fonction ou la fonction doit suivre la forme. Et quelque part, dans ce que vous dites, il y a... Enfin, en tout cas, moi, me concernant, je fais jamais un projet d'abord avec une idée de forme. Je dirais même d'ailleurs que je fais d'abord un projet avec une idée de fonction. Ouais, toujours. C'est-à-dire que je pars de la fonction et de la fonction de base, pas dans le détail. Par exemple, Citroën, la fonction de base, c'était exposer des voitures. Mais dans un décor, ma première image, c'était quand on est enfant, les petits jardins, les petits garages, de voitures, voilà, petits garages. Et je m'imaginais petite fille jouer avec ce garage où on perdait l'échelle, il y avait un côté, l'imaginaire, tout ça. Et donc pour moi,
le premier point de départ sur Citroën, c'était la fonction. Qu'est-ce que je veux? Je voudrais que quand l'usager il rentre dans ce bâtiment, ça lui rappelle, comme s'il avait l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles et rentre dans le petit garage qu'il avait quand il était petit. Mais le premier dessin que vous nous avez montré suggère quand même que c'est pas la fonction qui vous a piloté. Vous savez, Les maquettes. oui. Et en fait, Oui, mais c'est pas le d'abord, premier vous avez dessin. d'abord un dessin avec des taches, des formes, Oui, et on sent que ça, c'est plutôt le côté textural, graphique, c'est qui c'est vous a piloté itératif. avant. Oui, c'est itératif. Mais je veux dire que oui, il y a des projets, je nais vraiment avec la fonction. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la fonction? Je la triture très vite, je la déconstruis. Mais vous avez raison. De toute façon, c'est tellement itératif, on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf. Donc, il y a vraiment la forme et la fonction qui arrivent en parallèle, qui se heurtent. Il y a quand même un télescopage, il y a des contradictions. Et donc, d'où le besoin de ces itérations permanentes. Mais je pense qu'au final, il y a eu un grand mouvement où c'est vraiment la fonction suit la forme. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça parce que je pense que ça ne peut pas faire une belle architecture. Et je pense aussi que la forme suit la fonction. Ça ne peut pas non plus faire une belle architecture parce que ça aboutit à l'architecture fonctionnaliste. Donc, cette itération permanente et parallèle entre la fonction et la forme, entre le contenant et le contenu, Citroën, on a très vite fait des maquettes d'enveloppes parce qu'il y avait ce contexte parisien des règles d'urbanisme. Mais en même temps, j'étais hyper excitée parce que d'abord, la parcelle, on n'avait pas de surface. Donc, je savais que c'était une sculpture verticale, que j'avais pas de plateau. Mais donc, j'étais hyper excitée de me dire comment je vais traduire un musée de la voiture dans un espace où j'ai pas de surface, où je travaille qu'avec la verticale. Donc, il y a eu énormément de travail sur la fonction. Ça a été démoli? Non, le bâtiment a été revendu. Puis après, il y a eu des gros problèmes juridiques. Ça a été revendu à une très grande fortune et qui a plein de patrimoine dans Paris, donc il n'était pas pressé de le restructurer. Ça, c'est aussi la grande différence entre l'architecte et l'artiste. C'est finalement une architecture, parce qu'elle a un usage, on peut lui changer l'usage. Et là, c'est devenu un commerce et c'est une boutique de basket. Ouais, ça pourrait aussi être une forme conclusive. C'est-à-dire, c'est hyper frustrant parce que quand on est architecte, on ne se dit pas qu'on est un artiste. Mais quand même, on est sensible. Et on fait des œuvres et bon, j'ai un certain âge, donc j'ai pas 40 ans, mais on commence à voir ce que deviennent nos œuvres, certaines de nos œuvres. Alors, c'est le seul cas qui se passe mal, mais voilà, Citroën, c'est une œuvre, on a tout donné pendant 8 ans, 9 ans, et c'est une œuvre d'ailleurs qu'on ne se promène plus de haut en bas, c'est juste le rez-de-chaussée et le sous-sol. Oui, donc ça c'est voilà, c'est l'architecte versus l'artiste. Même si notre bâtiment, il peut être inscrit au monument historique, ce qui est une forme de label, comme une œuvre d'art, mais pour autant, on peut quand même en changer l'usage. Et je comprends, parce qu'on est dans une ville et qu'on prend de la place et qu'il faut trouver un nouvel usage. Mais ça dénature complètement. Il reste des chevrons quand même en traçable. Ils peuvent pas le changer. Vous avez eu des déboires avec Citroën et du buffet, on a eu avec Renault. Ah ben voilà. Vous restez dans la voiture. C'est intéressant ce parallèle, très intéressant, parce que je pense qu'il y a commanditaire et commanditaire. Et quelque part, Citroën comme Renault, ce sont des très grands commanditaires qui sont issus du monde de l'industrie. Donc moi, j'ai eu la chance de faire le projet avec un président de Citroën qui était un homme exceptionnel. Mais ces grands groupes de l'industrie, les présidents changent, les politiques changent. Elles peuvent faire volte-face parce qu'il y a quelqu'un qui change. Et donc, on est à la merci. Et le déboire de Dubuffet avec Renault, c'est un peu pareil d'un projet abandonné.
On est à la merci de grands groupes qui vous dépassent complètement. Ouais. Ouais. C'est pas forcément les meilleurs commanditaires. L'artiste connaît aussi des frustrations. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. On peut parler aussi de toutes les œuvres d'art qui sont boycottées, retirées, Voilà, exactement. Ou même parce que l'artiste a voulu faire passer un message et on considère qu'il dérange et on ne veut pas montrer. Donc, c'est des frustrations qui sont... C'est dramatique, quoi. Ah oui, oui. Bon, c'est ces différents projets, souvent ils réutilisaient, parfois ça pas utilisé un nouveau terme, enfin disons ils jouaient souvent avec certains éléments où certains éléments étaient prévus dans telle œuvre et puis ils le mettaient dans d'autres, avec certains arbres ou même si on prend aujourd'hui l'œuvre qui est devant le Bagval, initialement elle devait être la chaufferie de la closerie Falbalab. Est-ce que vous aussi finalement, dans certains de vos projets, il vous arrive de vous inspirer et jouer un peu de cette manière-là, entre guillemets? Je pense qu'il y a des architectes qui le font, qui peuvent le faire, mais de manière aussi directe que Dubuffet a pu le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas pu. Il y a 2 raisons à ça. C'est les raisons qui sont revenues tout le temps au fil de cette présentation. C'est la notion de contexte. C'est vrai que un architecte, il est quand même plus dans un contexte qui le contraint et dans lequel, même si on s'inscrit en s'opposant, en travaillant sur la notion de contraste, on est quand même à chaque fois dans une ville complètement différente, dans une culture différente. Donc le contexte fait que j'arrive jamais à réutiliser. Et la deuxième raison, c'est l'usage, justement. Parce que je peux avoir un contexte assez proche, mais c'est pas le même programme. Et du coup, je pense que c'est plus au 2e degré, c'est-à-dire je réutilise pas des maquettes ou des concepts, mais évidemment, il y a quand même un parcours qui fait... je parlais tout à l'heure, ça m'est arrivé par exemple de faire une maquette et les chutes de la maquette en polystyrène, c'est des objets que je peux garder et qui peuvent me donner des idées pour un autre projet. Donc, il y a quand même toujours un fil, il y a toujours une pelote qu'on déroule d'un bout à l'autre de notre parcours. Et donc, moi, ce n'est pas des maquettes en direct ou des pièces architecturales que j'ai pu retrouver d'un projet à l'autre. J'arrive jamais. À chaque fois, je voudrais, mais j'arrive jamais. Mais mentalement, rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit fil d'Ariane qui relie, en l'occurrence, toutes mes œuvres. Et il y a des idées que je reproduis, en tout cas que je développe. Mais elles prennent différentes formes. On revient avec la façade du LAM et la façade de la bibliothèque en Australie. On peut dire que c'est le même... c'est pas les mêmes éléments, mais c'est la même idée. Et vous avez complètement raison. Aussi pour la production de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est vraiment personnel, qui donc signe un peu de vos œuvres. Ouais. Vous avez raison. Et je suis impressionnée, je me permets de le dire, mais en fait, je vois que je suis en face d'un public très sachant, parce que chacun de vous, vous avez des remarques hyper pertinentes et en fait, vous avez complètement raison, mais j'ai fait des tas de conférences avec des publics d'architectes qui ne voyaient pas ça. Donc, j'avoue, je suis... Mais oui, je vous remercie. Pardon ? Je suis architecte. Ah oui, vous êtes architecte. Mais oui, mais je fais des conférences, des fois, il n'y a que des architectes et ils ne voient pas ces liens. Mais vous avez complètement raison. Et puis, les critiques d'architecture qui ont pu parler de mon œuvre parlent beaucoup de la question du motif, de l'ornementation. Ça aussi, c'est un petit lien avec Dubuffet. C'est-à-dire, il y a aussi plein d'architectes qui rejettent cette question de l'ornement. Régulièrement, c'est une question qui est bannie
Le Corbusier était contre l'ornement. Moi, je reconnais que c'est un thème qui m'est cher et que voilà, on retrouve complètement entre le lame et Parramatta. Et encore, j'ai pas forcément montré les bonnes images, je m'aperçois. Mais il y a cette question du motif, il y a cette question. Je trouve que l'ornementation et le motif, comme chez Dubuffet et comme dans toute œuvre architecturale, ça aide à donner de l'échelle. Parfois, ça aide aussi à brouiller l'échelle, mais c'est important. C'est-à-dire que ça vient rythmer des parois. Tantôt, si on a envie d'agrandir l'espace, on va démultiplier le motif. Tantôt, si on a envie de le rapetisser, on va mettre un motif très chargé. Donc, pour moi, l'ornementation, c'est un ingrédient très important de l'architecture. Et Dubuffet, en ayant inscrit toute son architecture au sein de ce cycle de l'Ourloupe, il a vraiment fait ce lien entre l'ornement et l'architecture. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui inspire aussi énormément d'architectes. Et dis-le pour le prochain projet. Eh bien alors, je vais parler d'un projet qui me vient à l'esprit. Je n'étais pas préparée à la question, mais j'en parle parce que justement, je me suis mis charrette là-dessus, là. Disons que la conférence m'a envahie et il faut que je m'y remette vite. Mais alors, c'est un micro-projet. Et le titre, c'est une œuvre d'art refuge. Donc, pour la première fois, on m'a commandé une œuvre d'art et non pas une architecture. Il y a quand même l'usage. J'aurais pu la montrer d'ailleurs, ça va être super beau. En fait, je l'espère, c'est pas encore construit. C'est une œuvre d'art qui m'est commandée par une association et qui commande depuis quelques années des œuvres d'art à des artistes ou des architectes. Donc en l'occurrence, je suis architecte, je ne me revendique pas artiste, mais on m'a commandé cette œuvre d'art et c'est un refuge sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans un tronçon qui est exceptionnel. Alors évidemment, je suis embrigadée par la région dans laquelle j'installe cette œuvre d'art qui est l'Aveyron. Mais on est dans un parcours entre Rodez, Conques, donc il y a Soulages pas loin, on vient des Cévennes, enfin c'est un site exceptionnel. La géographie d'ailleurs de ce refuge est magnifique. Et je suis sur une terrasse, une sorte de terrasse qui donne sur la vallée du Lot. Un paysage, je suis en belvédère, vraiment suspendu. Et mon œuvre d'art, c'est une sorte de sculpture qui est complètement immersive, qui a une forme de clocher. Elle va faire 7 mètres carrés, donc c'est comme une tente. Et en fait, quand on va rentrer dedans, alors j'ai fait cette forme de clocher parce qu'on est dans une région où il y a l'abbaye de Conques, il y a des églises absolument magnifiques. Je suis à Bessuéjoul, il y a une magnifique église avec une chapelle suspendue. Je veux absolument travailler avec que des matériaux locaux. Il y a l'idée de faire une sculpture. Et donc, je vais sculpter avec 2 principaux matériaux locaux, le bois et la lauze, l'ardoise, le schiste, pardon. Et donc, l'idée, c'est de rentrer dans cette œuvre, dans une sculpture en bois. Ça va être une charpente en bois de brun. Donc, je suis en train de remettre en place. Je parlais beaucoup depuis le début du fait que c'est physique, c'est de l'artisanat, c'est pas de l'industrialisation. Et donc, historiquement, la charpente en bois de brun, c'est des charpentes dans lesquelles on laisse le tronc, les branches. En fait, c'est des morceaux d'arbres. On enlève juste l'écorce et l'aubier, mais ça reste des formes parfaitement organiques. C'est des bouts d'arbres, donc c'est magnifique, il y a des branches. Enfin, c'est complètement foisonnant. Et je veux que quand on rentre dans cette tente, dans ce refuge, on ait l'impression de rentrer dans une forêt. Voilà, donc il va y avoir des branches de partout. Et cet univers, je veux qu'on ait l'impression de dormir dans un nid. C'est comme si on était un oiseau, on se perche sur un arbre et on rentre dans une forêt et on est dans l'arbre. Donc on va rentrer dans le refuge et on est dans l'arbre ou dans un jeu d'arbres qui se croisent.
Voilà, donc on est à plat, on dort. Et sur ce bois, on a une sculpture en lauze, donc c'est du schiste. Et que je fais là aussi, je travaille qu'avec des matériaux locaux, donc c'est du châtaignier qui vient d'à côté. Les lauzes, il y a une carrière de schiste qui est à côté. C'est un schiste qui est magnifique, qui présente plein de couleurs différentes, parce que je me suis intéressée à la matière. Donc quand on est très profond, il est bleu, noir, il est indemne. Et plus on est à la surface, plus il est fissuré, il prend un peu d'oxygène, il prend l'eau, il s'oxyde et il devient orange. Et donc la sculpture finale, ça va être des lauzes herculéennes en bas, très massives, très grosses, très oranges, très brutes. Et au fur et à mesure de la montée, l'œuvre en tout fait 7 mètres. Et en haut, ça va être des lauzes toutes fragiles, toutes petites, 7 à 10 cm, toutes fines, qui vont être bleu ciel et qui vont se fondre dans le ciel. Elles vont pas s'oxyder parce que ça s'oxyde en fait au contact dans le sous-sol, elles s'oxydent parce que il y a l'amalgame de l'eau qui ravine pendant des siècles et de la terre. Donc Orange, c'est du fer. oui, Donc il faut éviter qu'il y ait du fer qui rentre dans cette... oui, mais il n'y en aura pas. Les jonctions vont être en bois, comme le bois de la charpente. Et en fait, quand vous observez les toitures en lauze, elles prennent des mousses, mais elles s'oxydent jamais naturellement. Parce que peut-être il y a aussi le vent et il n'y a pas surtout la stagnation de la terre qui oxyde de manière définitive. Mais là aussi, dans ce projet, il y a le côté immersif de rentrer d'être comme un petit oiseau, de rentrer dans une forêt, dans le bois. Et puis cette sculpture extérieure où je retrouve l'idée du motif, l'idée du dégradé, l'idée de la couleur. Le motif, c'est comme un plumage en fait. Voilà, comme un plumage de pierre. Et j'espère que vous vous promènerez peut-être un jour sur ces chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça va. Alors on est en plein chantier et on termine à l'automne, octobre. Ça va être où le village? Bessuie-Joules. Bessuejouls. 200 habitants. Merci. Merci à vous tous. Merci vraiment beaucoup. N'empêche, je voudrais saluer Annette Lance. Ma voisine, artiste graphiste. Je suis amoureuse de son travail et je sais que tu travailles pour plein d'institutions culturelles. Et je suis très heureuse que tu sois là ce soir. Et en fait, on travaille dans le même bâtiment. Et elle fait des œuvres magnifiques.